L'exposition Marginalia vient d'une expression du Moyen-Âge. Les marginalia sont des petits dessins que les moines copistes faisaient dans les marges des manuscrits qu'ils annotaient et qu'ils reproduisaient. Ces commentaires sont probablement, à notre goût, l'équipe curatoriale, une des origines de la bande dessinée, puisque c'est l'union du texte et du dessin qui raconte une histoire parallèle, une histoire marginale, une histoire que le commun des lecteurs voit hors du centre de la société. Voilà. Donc nous avons voulu parler de la bande dessinée, qui est un art assez jeune, qui depuis 100 ans s'est codifié et qui en même temps reprend les thématiques de la tapisserie de Bayeux ou des vitraux. Et ce sont autant de thématiques que nous avons eu envie de voir apparaître dans la scénographie, qui est signée des Berger et Berger, et qui reprend ce motif d'exposition qui était celui des tapisseries narratives. À partir de là, nous avons construit l'exposition autour d'une collection d'importance historique qu'a constituée Marie-Claude Beau au milieu des années 70 pour le musée de Grenoble, où elle a acquis un ensemble de planches de grands maîtres comme Druillet, comme Möbius, comme Bretéché, à une époque où ces artistes étaient déconsidérés dans le milieu de l'art. Et nous avons voulu rendre hommage à son geste et construit autour de cette première collection un ensemble de planches qui retracent l'histoire de la bande dessinée. Comme les collectionneurs privés sont de nos jours les détenteurs des plus grands trésors de la bande dessinée, nous nous sommes tournés vers deux des plus grands collectionneurs français, Pierre Passebon et Bernard Mahé, deux collections que nous avons complétées avec donc, les prêts du musée de Grenoble et quelques prêts de la Fondation Cartier. L'ambition de l'exposition est d'amener le visiteur à découvrir cet art de la marginalité qu'est la bande dessinée, un art parfois frondeur qui choisit souvent l'irrévérencieux plutôt que l'académisme, tout en gardant la figuration. Et c'est cette contradiction qu'on a essayé de mettre en lumière. Le commissariat de l'exposition s'est donc fait avec Marie-Claude Beau, Stéphane Vaquier et moi-même, avec le conseil scientifique de Didier Pasamoni. L'ensemble de nos efforts ont convergé vers le fait de mettre en lumière un siècle de création, avec des créateurs tous de nationalités différentes. Nous avons voulu parler à tous les âges. Dans ce ton-là, nous avons tenu à ce que tous les artistes soient à la même hauteur. Il y a une fraternité et un respect d'auteur à auteur qui existe dans cet art, que nous avons voulu mettre en lumière même dans l'espace et dans la manière de penser la circulation du visiteur à l'intérieur de l'exposition. Je savais que c'était ma dernière expo. Je trouvais qu'il y avait à faire encore comprendre aux gens, au public, que la bande dessinée était un art. Il est peut-être le 9e, mais en fait, en tous les cas, que les dessinateurs, les artistes sont exceptionnels, les auteurs sont exceptionnels. En regardant la collection de dessins, je me suis dit, mais pourquoi on ne continue pas une collection? Pourquoi on fait une sélection dans les arts et le 9e art ne faisait pas partie du dessin? En fait, j'avais pas envie de faire une expo triste. Donc la BD, c'était génial pour ça. Et en les revoyant, je me suis dit, c'est vraiment des grands. Et en fait, on n'est jamais au bout de ces surprises. Et c'est ce que j'essaye de transmettre en essayant de faire tomber les habitudes et les classifications. Si vous regardez les titres de chaque section, si vous voulez, de la section 1 à la section 10, ça c'était aussi une proposition de Damien et Stéphane, d'avoir une espèce d'histoire qui n'était pas l'histoire simplement des grands noms de la BD, mais vraiment l'histoire liée au dessin. Parce que quand on regarde comment sont faites les différentes œuvres, il y en a qui travaillaient quand même au pinceau.
Vous imaginez la finesse du pinceau pour pouvoir faire des traits et des traits droits. Il y a aussi techniquement, sur le dessin même, il y en a certains, on voit les reprises, mais c'est d'une perfection, c'est incroyable. Je me rends compte que c'est important de faire cette expo pour faire avancer encore ces barrières, vous voyez, les ouvrir. Et ça, c'est indispensable. Je pense que l'intelligence des bergers et bergers, ça a été de casser les salles. Et puis la mise en scène, si vous voulez, qui met sous vitre les dessins sans cadre, un vrai bonheur. Hein. Marie-Claude voulait revenir à ses premières amours, à cette passion qu'elle avait de la bande dessinée, et on est allé avec elle découvrir les 40 planches dont elle avait fait l'acquisition au musée de Grenoble quand elle a pris la direction de l'institution, qui sont des acquisitions historiques, puisque ce sont probablement les premières acquisitions de bande dessinée réalisées par une institution publique en France. On est resté ébahi devant la qualité, la beauté des œuvres qui avaient été préservées au musée de Grenoble, et donc à partir de ce corpus de 40 œuvres, on a commencé à réfléchir et à monter ce projet qui est magnifique, qui comporte probablement tous les grands maîtres du genre pour le XXe siècle, qui présente plus de 350 œuvres au public, donc il y a vraiment tous les genres, j'ai envie de dire, de bande dessinée qui sont abordés. On a un propos qui peut être vu comme plus ou moins chronologique, qui raconte l'histoire de la bande dessinée. La quantité d'œuvres en fait véritablement une exposition anthologique. Encore une fois, on a, je pense, oublié pratiquement personne. Et donc on a voulu montrer déjà le chemin qui avait été parcouru ou pas depuis le milieu des années 70 et essayer de comprendre qu'est-ce qui avait fait qu'au XXe siècle, la bande dessinée avait été considérée comme un sous-genre, comme un mode d'expression, en l'occurrence marginal, généralement réalisé par des marginaux et qui ont potentiellement d'ailleurs revendiqué cette marge comme un territoire. C'est le principe aussi de la contre-culture, de se réapproprier cette marginalité pour en faire une force. Donc on a essayé d'aborder toutes ces questions-là et de comprendre qu'est-ce qui avait contribué en tout cas à tenir la bande dessinée à l'écart des musées. D'où venait ce désamour et peut-être malgré tout encore aujourd'hui parfois une sorte de hiérarchie ou de mépris des beaux-arts ou des arts principaux par rapport à un art qui est peut-être encore considéré comme un art mineur. Or, je pense qu'il est assez évident pour n'importe quel visiteur dans cette exposition de réaliser qu'il n'y a pas plus d'absurdité à présenter toutes les œuvres que nous présentons qu'à faire une exposition sur des gravures de Dürer, de Rembrandt, de Goya, etc. On est vraiment dans une vraie pureté du dessin. Le plus important, selon moi, c'est vraiment de profiter d'ailleurs en plus de cette scénographie qui permet une proximité incroyable avec les œuvres pour se plonger dans le dessin et simplement regarder la magie du dessin, montrer que derrière des histoires qui peuvent paraître des fois effectivement simplement enfantines, juste rigolotes, on a déjà tout l'imaginaire de l'artiste qui a réalisé l'œuvre et puis l'imaginaire collectif qui trouve un écho et on a naturellement derrière des fois des petites histoires à gags, des histoires très complexes, sociétales, on aborde la guerre, on aborde la sexualité, on aborde des choses très complexes de manière effectivement apparemment simple et en réalité c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et je pense que chaque visiteur pourra se faire aussi sa propre réflexion, d'ailleurs à partir généralement de ses propres références. Je pense que même si tout le monde n'est pas un grand passionné de bande dessinée, on a tous, quand on était au moins enfant, eu une fascination, un attrait particulier pour un héros, pour une histoire, pour certains types de dessins. Et à partir de là, je pense que la voie s'ouvre vers faire tous ces imaginaires-là. Et je crois que c'est le plus fascinant en définitive, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cette exposition. Le visiteur de cette exposition devient aussi à son tour une sorte de lecteur, de commentateur, et nous avons tenté de créer ce que nous avons appelé nos marginalia, et qui sont des commentaires des commissaires de l'exposition, en dessin et en texte, qui rythment l'exposition en suivant un personnage atypique qui s'appelait Crazy Cat, et qui est l'invention de Georges Herriman au début du XXe siècle, un chat qui
déroge à la règle, qui reçoit des briques dans la tête et les prend pour des lettres d'amour, à un chat qui casse les codes habituels du langage et parle une langue imaginaire. Nous avons la conviction que le langage de la bande dessinée s'est forgé au fur et à mesure où ces langues imaginaires se sont créées pour en faire une nouvelle communication. Cette écriture de l'exposition commence avec les garnements qui sont les aïeux de la bande dessinée pour aller jusqu'aux différentes métamorphoses du héros. La force de cet art, nous le croyons, est de toujours vouloir parler des métamorphoses qui nous amènent à la liberté. C'est un art qui a défendu les libertés à de multiples occasions de son histoire, et c'est vrai que la bande dessinée a cet avantage incroyable d'avoir une constante proposition d'un immense éventail de styles. Et je pense que c'est pour ça que justement le cinéma et les autres arts sont souvent venus à la bande dessinée comme à une source vive, parce qu'on y trouve des gens qui cassent les codes sociétaux tout en gardant des codes de figuration. Et c'est un mélange très étrange qui fait de la bande dessinée ce que nous avons nommé à la fois un conservatoire des arts et le laboratoire d'une éthique post-punk, d'une éthique révoltée, d'une éthique nouvelle. Et c'est pour cette raison que les créateurs se retrouvent, ont une forme de confrérie. La logique d'atelier existe énormément en bande dessinée. Les auteurs travaillent ensemble et se repassent les pinceaux. Et c'est cette fraternité et cette beauté qu'on a essayé de mettre en lumière à plusieurs reprises, notamment en créant des rapprochements au fur et à mesure de l'exposition. Que dit cette planche? Cette planche, elle parle beaucoup. D'abord parce qu'elle a un format qui est différent du format de publication. C'est une planche qui est destinée pour un journal, un quotidien, donc il est au format tabloïd. Il y a ce qu'on appelle le supplément du dimanche en couleur. On a des grandes planches comme celle-là qui sont magnifiques, qui sont confiées aux meilleurs artistes, et notamment ici Winsor McCay. Alors pourquoi Winsor McCay est plus important que tous les autres de son époque? D'abord parce qu'on est en 1905, on est au tout début de la BD. Et ce qui est marquant dans cette page, c'est que on a un niveau graphique qui est inouï, qui n'a jamais été atteint. Notamment quand on voit par exemple ce fabuleux dragon, ses lettrages, on connaît l'histoire de Little Nemo, hein, tout ça ce sont ses rêves qui s'achèvent toujours à la fin de la planche par le petit Little Nemo qui se réveille et qui sort de son monde, qui est le monde du rêve qui est Slumberland. Il faut aussi parler du dessin. Il y a quand même quelque chose qui est intriguant, c'est que c'est une planche en noir et blanc, alors que la publication est en couleur, parce que c'était pas possible techniquement à l'époque. La couleur, la photogravure telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est inventée en 1936, là on est en 1905, 1910, donc la couleur elle n'est pas encore là. On a une planche qui est reproduite au trait, on va donner des indications à l'imprimeur en bleu, parce que quand on fait le cliché au trait, le bleu n'apparaît pas, et puis on regarde le dessin. Et ce qu'on remarque dans le dessin, c'est qu'il y a un serti qui est plus épais que les couleurs de détail à l'intérieur des personnages. On va faire un dessin noir au trait, et puis la gouache va être appliquée sur l'autre face du film, et c'est en retournant le film qu'on voit à ce moment-là que le trait recouvre la couleur. À ça s'ajoute une qualité qui est que Winsor McCay est un artiste de son époque. Et esthétiquement, le grand mouvement de l'époque, c'est l'art nouveau dont on retrouve dans le lettrage ou dans les décors, dans la façon de faire les détails des architectures, où on retrouve ces différentes influences. La dernière grande influence qui marque les débuts de la bande dessinée et qui est immédiatement intégrée par Winsor McCay, c'est le cinéma. Cette influence du cinéma, on va la trouver dans une planche comme celle-ci, où on voit des cadrages très très larges avec une grande plongée sur la ville. Au niveau de l'univers, de la fantaisie, il y a quelqu'un qui l'a regardé de très près, c'est Méliès, qui lui aussi est un des pionniers du dessin animé et des effets spéciaux. Ça se retrouve dans ces planches, et c'est des planches qui sont,
absolument magnifiques et qui sont tout au début de l'histoire de la bande dessinée. Nous sommes en 1939, on a une grande page en noir et blanc. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas une bande dessinée, on en a deux pour le même prix. Et en fait, c'était comme ça paraissait de cette façon-là dans le journal du dimanche. Et on avait au-dessus une histoire qui se passait dans la jungle, avec un héros qui s'appelle Jungle Jim, et en dessous, une histoire de science-fiction qui s'appelle Flash Gordon. Les deux bandes dessinées ont le même auteur, qui est Alex Raymond, qui est le plus grand dessinateur réaliste de son époque. On sent que c'est un artiste qui vient de la tradition académique. C'est en ça que la bande dessinée est le conservatoire des styles et des techniques du passé. Et ce qui est remarquable dans Flash Gordon, c'est que Flash Gordon a été créé en 1934, alors que la première bande dessinée de science-fiction est parue juste un peu auparavant, en 1928, et on voit notre ami Flash Gordon qui est en train d'explorer le pôle nord de la planète Mongo, et il faut vraiment s'arrêter sur le détail, et c'est ça qui est inouï. Quand on lit ces bandes dessinées qui sont souvent reproduites beaucoup plus petites que l'original, on n'a pas le loisir de regarder les détails. Ici, il faut le faire, il faut regarder la qualité des drapés, les plis de vêtements qui sont parfaitement réalisés. Ici, dans cette scène, on peut voir le détail du costume de cette femme et c'est exécuté avec une perfection absolument inouïe. Ici, on voit notre personnage qui est en train de tomber, on découvre son pantalon, on va découvrir ces magnifiques chaussures bordées de fourrure. Et il y a là une science des matières. Et tout ça, ça se trouve dans cette planche où on voit des séquences qui sont presque vierges de détails, où on est presque dans l'abstraction. Regardez aussi la physionomie des personnages. Il y a là une compréhension de la façon dont il faut dessiner la réalité. Il y a une approche du réalisme qui s'est perdue dans la peinture depuis Ingres et qu'on retrouve ici dans une bande dessinée contemporaine. L'exposition traverse et suit les héros de l'invention de la psychanalyse jusqu'à l'enfance, l'adolescence, l'âge d'homme. Et à partir de là, nous avons terminé sur ce que nous avons appelé le matin des médiums, et qui est le moment où, à notre goût, certains auteurs, certains poètes, certains rêveurs se sont éveillés. James Joyce disait « L'histoire est un cauchemar dont je cherche à m'éveiller ». Et dans ce parcours-là, Druillet, Hugo Pratt, Möbius font figure de ce que Charles Baudelaire aurait appelé des phares, qui amènent une forme de lumière dans l'époque obscure. Et leurs différents personnages luttent avec les démons de l'époque. Et ces artistes-là ferment l'exposition avec une invitation à la poésie et à la liberté, qui nous paraît d'autant plus importante de nos jours, puisque avec cette période difficile que nous traversons tous, toute invitation à l'humour et à la douceur nous paraissent nécessaires.